Bonjour, je suis Steve Smith, je vais être le modérateur pour le premier panel. Pour ce panel, on va avoir deux présentations. Une première présentation du professeur Bernard Mercier de Lépiné et puis une autre présentation de Michael Severti. Tout d'abord, j'ai l'honneur de vous présenter l'éminent professeur Bernard Mercier de Lépiné. Il est professeur à l'Université du Côte d'Azur. Il travaille depuis plus de 30 ans sur la géodynamique de la Caraïbe. Le professeur de Lépiné est probablement celui qui peut nous expliquer beaucoup plus, et en France, et dans cette salle, la géodynamique de la Caraïbe. Donc on va donner la place au professeur pour sa présentation. Merci Steve. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis par tous les Haïtiens qui ont travaillé sur leur propre pays. La chose que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'évolution néogène de la bordure nord-Caraïbe, de la bordure nord de la plaque Caraïbe, parce que la géologie long terme, sur les millions d'années, c'est aussi des géosciences. Ça permet de décrire l'environnement physique sur lequel les déformations actuelles se produisent, les formations actuelles qui sont le thème principal de ce colloque. Tout d'abord, cette carte relativement classique qui présente la sismotectonique de la Caraïbe. On a représenté donc sur le fond topographique le pourtour des Caraïbes, avec, on a mis ici les séismes et les mécanismes au foyer. On voit que la partie nord, Haïti et la République dominicaine, constituent un nœud tectonique important dans la Caraïbe, et surtout que la bordure nord-Caraïbe est double, c'est-à-dire qu'elle a deux séries d'accidents majeurs qui l'encadrent. En regardant plus en détail, sur cette carte, j'ai mis les grandes structures, la faille de l'Orienté et la faille septentrionale, qui constituent la partie nord de cette bordure, qui est également marquée par une zone déformée au nord d'Hispaniola. Au sud, la faille, toujours appelée N, on a fait des remarques déjà hier là-dessus et elles sont justifiées, qui forme la bordure sud de cet ensemble, et entre les deux, un ensemble déformé d'une zone de plis et de failles qui est globalement, il y a une première zone de faille, une autre ici et une troisième au front de la Gonade. Ces accidents déterminent ce qui a été appelé la microplaque de la Gonade. C'est une notion qui permet d'expliquer un petit peu mieux les déformations. Cette microplaque, elle est bordée donc elle est au sein de la plaque Caraïbe, et elle est un peu isolée géodynamiquement. Elle est bordée par la zone de faille d'Oriente septentrionale au nord, par la zone d'Enriquillo Plantain-Cardet au sud. À l'est, la limite est moins nette, elle est quelque part dans Hispaniola, en biais, ou alors elle est diffuse, c'est pas bien précisé. Et à l'ouest, je ne l'ai pas représenté sur cette carte, elle est matérialisée par la rétagression du fossé de Caïman. Quand on regarde l'état actuel de l'épaisseur des croûtes qui se trouvent en Hispaniola, quelque chose qui est fondamental pour comprendre la déformation, les épaisseurs de croûte sont effectivement un facteur très important. Ici, j'ai représenté en couleur des différents grands ensembles. Bien sûr, il y a l'océan Atlantique de ce côté-là. Une croûte ici, ici plutôt, où j'ai marqué LIP, c'est-à-dire Large Igneous Province, c'est la croûte océanique épaissie ou non du bassin des Caraïbes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette croûte, elle a des surépaisseurs, ici qui sont représentées dans un gris plus foncé, et des épaisseurs moyennes et des épaisseurs océaniques normales. Et
Ceci, c'est une clé aussi pour expliquer les déformations. Un autre type de groupe important, c'est la croûte d'arc insulaire Caraïbe-Crétacé, qui existe dans la cordillère centrale dominicaine et dans le massif du Nord, et puis se prolonge à Cuba, existe aussi en Jamaïque. Et ici, il y a une partie de croûte qu'on va qualifier d'intermédiaire, qui est une croûte probablement proche de celle-ci, mais étirée et amincie, que j'ai appelée East Cayman Margin. Donc c'est la croûte de la marge océanique Est Cayman, et ici la croûte océanique du fossé de Cayman. J'ai mis ici un trait qui représente le tracé de la coupe crustale. Alors Jordan Corbeau ne peut pas être là à cause de Irma, donc je me suis permis de présenter une figure qu'elle aurait pu discuter si elle était là, qui représente le résultat de grands profils transhaïtiques que nous avons réalisés au travers de Haïti, du nord au sud, du Cap à Marigot au sud, à l'ouest de Jacmel. Et on a, en laissant cette rangée de 27 stations du nord au sud pendant un petit peu plus d'1 an, les analyses de sismologie permettent de trouver l'épaisseur de la croûte dans ces différents ensembles. Et la grosse surprise que nous avons, c'est que la croûte sous la plaie du cul-de-sac et sous ce que j'ai appelé chaîne transhaïtienne, c'est-à-dire chaîne des Mateux, montagne noire, elle est plus épaisse que 40 km, c'est-à-dire plus épaisse que la croûte du massif du Nord ou que la croûte du massif de la Selle, qui sont de l'ordre de 20 à 25 km. Cet environnement tectonique, on peut l'expliquer par une évolution géodynamique du domaine Caraïbe qui s'étale sur des dizaines de millions d'années, et c'est là que je vais quitter donc, les informations qu'on tire de la géophysique pour parler des informations que l'on tire de la géologie qui permettent de remonter le temps. Je vais regarder la stratigraphie de l'ère tertiaire, c'est-à-dire essentiellement plus jeune que 65 millions d'années et plus exactement moins de 30 millions d'années, le long d'abord de la faille d'Enriquillo Plantengarden, qui, comme l'a fait remarquer Steve hier et un monsieur dans la salle également, ne part pas de Enriquillo, mais de Pétionville. Et puis on pourrait dire aussi qu'elle ne s'arrête pas à Plantengarden, mais comme ça n'est pas représenté sur le schéma, elle continue bien plus à l'est. Donc elle est très mal nommée cette faille. Et là je vais regarder la stratigraphie dans 3 zones. Dans l'ouest de la presqu'île du sud d'Haïti, au nord et au sud du massif de Macaya, toujours dans le département de la Grande-Anse, toujours dans l'ouest de la presqu'île du sud, plutôt dans le département du sud, dans la région de Campérin et de l'Asile, et dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. À l'ouest de la presqu'île du sud, ici j'ai représenté des colonnes stratigraphiques, ce sont les successions de terrains que l'on trouve de part et d'autre du massif de Macaya, donc dans le département de la Grande-Anse. Au nord, on trouve une série qui montre une sédimentation marine calme et relativement profonde jusqu'à à peu près 16 millions d'années. Donc c'est tout l'Éocène, l'Oligocène et le Miocène inférieur. À partir de 16 millions d'années, on trouve une sédimentation marine haute énergie, c'est-à-dire qu'il se passe des phénomènes tectoniques. On n'est plus dans un milieu très calme, mais quelque chose qui est agité. Et à partir de 5 millions d'années, on a même une immersion. Quand on regarde dans le bassin de Campérin, proche de la limite entre le département du Sud et celui de la Grande-Anse, ainsi que dans le bassin de l'Asile, on trouve des choses un petit peu différentes. Les sédiments de l'Éocène supérieur et de l'Oligocène ont été érodés par l'érosion. Et le Miocène inférieur, c'est-à-dire des choses qui commencent à peu près à 20 millions d'années, reposent directement sur les séries de l'Éocène supérieur et même du Crétacé supérieur. Et on voit qu'il y a carrément un faciès lagunolacustre d'immersion qui se produit vers 16 millions d'années. Comment interprète-t-on? Ensuite, on va regarder maintenant
l'autre côté de la plaine du Cul-de-Sac, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ça, c'est une carte que nous avons faite avec Sadrac dans le cadre de sa thèse. Et à partir des contours de la carte Monique-Terrier, on regarde les différentes formations qui affleurent à Port-au-Prince même et dans les alentours. Et on présente ça également sur une colonne. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que nous avons une sédimentation marine calme jusqu'à 20 millions d'années et même à peu près jusqu'à 16 millions d'années, que à partir d'un certain moment, on se met à avoir des sédimentations toujours marines, des sédiments toujours marins, mais qui se produisent le long d'un relief de falaise, ce qui indique que sous l'eau, à partir de 10-12 millions d'années, on a un relief qui se forme, et un relief de plus en plus important. Et ce relief correspond à l'actuel relief qui borde Port-au-Prince au sud. Et vers 2,5 millions d'années, on finit même par avoir une immersion de la plaine du Cul-de-Sac au Pliocène supérieur. Tout ceci, mis en commun, nous permet de raisonner sur l'âge de cette fameuse faille bordière sud de la plaque de la Gonade, qu'on appelle donc improprement Enriquillo Plantengarden Fault Zone, cette zone de faille. On peut prendre comme argument également l'existence de sédiments émergés qui témoignent d'une immersion continentale vers 16 millions d'années en Jamaïque, dans la zone de Plantengarden. À l'ouest, ce qu'on vient de voir, au Miocène inférieur, les sédimentations limniques, c'est-à-dire côtières, vers 18-20. À Port-au-Prince, les premiers sédiments des montagnes alluviales sous-marins au Miocène inférieur, j'aurais dû dire plus 18-20 millions d'années également, ou 16 au plus tard, et l'immersion de la plaine du Cul-de-Sac absolument à 2 millions d'années. Tout ça nous permet de penser que la sud de la plaque de la Gonade est une structure qui n'existe que, qui a commencé vers 20 millions d'années, mais qui s'est bien développée vers 16 millions d'années, et qui est rentrée en collision avec le bloc Caraïbe plus tard, vers 10-12 millions d'années, comme en témoigne la sédimentation à Port-au-Prince. Maintenant, je vais regarder la sédimentation le long de la faille septentrionale orientée, en regardant la sédimentation à Cuba, dans la région de Monte Cristi, dans la vallée de Cibao, et en cordillère septentrionale dominicaine. Au sud-ouest de Cuba, alors c'est une coupe qui a été, comme faisait remarquer Steve, ça fait 30 ans que je travaille dans le Caraïbe, alors ça fait longtemps, sans doute il y a deux travaux qui ont été encore développés, mais schématiquement, ce que nous avons vu dans les bassins sédimentaires du sud-est de Cuba, on a un socle crétacé paléogène, ici, je ne parle pas, une sédimentation détritique de marge continentale pendant l'Éocène supérieur, c'est ce qui est représenté ici en jaune, des séries moins profondes pour finir jusqu'à la base du Miocène inférieur, donc cette fameuse âge de 20 millions d'années dont j'ai parlé tout à l'heure, et après, la sédimentation se met à être extrêmement agitée, avec des déformations extrêmement importantes dans la sédimentation, à peu près entre 18 et 20 millions d'années, à l'âge qu'on appelle Aiketano-Urdigaria. Et tout ça se termine au Pliocène supérieur par une immersion, ou des séries très superficielles. Dans la cordillère septentrionale dominicaine, dans les trois régions que je vous ai citées, schématiquement, on a quelque chose de tout à fait parallèle, une sédimentation détritique de marge à l'Éocène supérieur, des séries moins profondes jusqu'à la base du Miocène inférieur, je vais y mettre 20 millions d'années, un environnement sédimentaire instable juste après le sommet de ce Miocène inférieur, des déformations très fortes qui sont enregistrées avec des plis au Miocène inférieur, donc ces fameux âges 18-20 millions d'années, et une surrection à 2 millions d'années de tout le nord d'Hispaniola qui crée la cordillère septentrionale. À l'Éocène supérieur Oligocène, donc, avant la fameuse phase 20 millions d'années, Cuba, Est et la Hispaniola étaient encore réunis en un seul ensemble.
Tout ça colle bien avec l'histoire du fossé de Caïman lui-même. Quand on fait des études dans le fossé de Caïman, on s'aperçoit qu'il a deux parties, une partie centrale et une partie externe, distale. Quand on fait une simple coupe bathymétrique, on s'aperçoit que la partie centrale est beaucoup plus haute et a une morphologie bien différente de la partie distale, et la sédimentation est inexistante dans la partie centrale. Quand on regarde les anomalies magnétiques, on s'aperçoit qu'il y a des anomalies magnétiques nord-sud, et que ces anomalies magnétiques nord-sud, la plus ancienne, date du Miocène inférieur, c'est-à-dire 20 millions d'années. Sur l'ensemble du fossé, il y a donc une partie centrale avec des anomalies nord-sud qui ont commencé il y a 20 millions d'années, et dans la partie distale, des anomalies qui, elles, sont obliques, courtes, et que donc on peut estimer que la partie centrale du fossé de Caïman s'est ouverte seulement à partir il y a 20 millions d'années. Donc le fossé de Caïman n'existait pas auparavant, et il correspond à cet événement qui a créé la plaque de la Gonâve, donc l'accident sud et nord qui traverse l'Hispaniola. On peut donc reconstituer rapidement l'évolution géodynamique de la bordure nord-Caraïbe au Néogène. Donc ici, j'ai représenté un dessin qui représente l'état à l'Éocène moyen, vers 45 millions d'années. On voit l'arc insulaire Caraïbe, le plateau océanique qui pointe son nez, et la plaque atlantique, avec le banc des Bahamas, qui est un obstacle, qui interdit à la plaque Caraïbe d'aller plus à l'est. Au Miocène inférieur, donc la fameuse période aquitano-burdigalienne, il se trouve qu'il y a une accrétion océanique dans la partie centrale du fossé de Caïman. Les chaînes transhaïtiennes se forment ici, de manière diachronique, un peu plus tôt au nord qu'au sud, et la fosse de Muertos se trouve dans la prolongation de ces chaînes transhaïtiennes. Il y a 10 millions d'années, maintenant, au Tortonien, le bloc Porto Rico, on sait il a tourné, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le fonctionnement de la faille EPGLZ, qui a commencé entre les deux périodes que je vous ai présentées vers 16 millions d'années, est maintenant bien établi. À 5 millions d'années, les périodes qu'on appelle Zancléen, les chaînes transhaïtiennes se propagent vers le sud-ouest. Le bassin du cul-de-sac Enriquillo commence à se refermer. C'est donc le début de la collision de cette partie-là contre le bloc des Caraïbes, et cela produit le soulèvement et le glissement du massif de la Selle et de la Sierra de Bahoruco, ici. Il y a 2 millions d'années, donc là, la plaque Caraïbe ne peut plus aller plus loin à l'est de ce côté-là. Il se produit donc une activation de la faille septentrionale, surrection de la cordillère septentrionale, et un soulèvement très rapide de la presqu'île du Nord-Ouest des Antilles. Et on trouve donc la situation actuelle où on n'a plus de raccourcissement ici, on a de la transtension dans la fosse de Porto Rico, et la collision oblique de la presqu'île du Sud avec le bloc Caraïbe se poursuit, et c'est bien ça qui produit tous les problèmes de déformation actuels en Haïti. Je vous remercie de votre attention. Je suis Mackenzie Normil, ingénieur civil. Je travaille au Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Ma question s'adresse à M. Lipiné, et c'est concernant la racine cristal qu'il a parlé et qui est beaucoup plus prononcée et sous la plaine du Québec que et sous les massifs. Et dans le professeur, on nous a parlé, on a dit que c'est plus prononcé sous les reliefs. Et pourtant, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui peut nous expliquer tout ça? C'est effectivement contre-intuitif, c'est paradoxal, mais ce sont les résultats de
du profil Trans-Haïti qui a été fait en mettant une trentaine de stations sismologiques du Cap Haïtien à Marigot, une chose qui a été faite en 2014, qui est restée un an. Kelly Guerrier a participé et Sophia Ulysse ont participé au déploiement de ces stations. Les stations sont restées plus d'1 an et elles ont été relevées. Les données ont été travaillées par Jordan Corbeau, qui aurait dû être là, mais qui n'a pas pu venir de Martinique à cause de Irma. Et ce sont les résultats qui ressortent de cette étude. Et donc, effectivement, il n'y a aucune interface superficielle sous la plaine du cul-de-sac, comme on l'avait imaginé. Parce que quand on voit un trou, on se dit qu'à cause de l'isostasie, il va y avoir une croûte plus fine. Et bien, ça n'est pas le cas. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une croûte qui fait plus de 40 km sous la plaine du cul-de-sac et sous les chaînes des Matteux et des montagnes noires. À partir de là, il faut interpréter ces résultats. Alors, ça, c'est une interprétation. Je dois même préciser que ça n'est pas celle de Jordan Corbeau. C'est la mienne. Mais je profite mais c'est un détail. Le résultat principal, c'est la présence de l'interface crustale à 40 km sous ces endroits-là. Maintenant, comment nous l'interprétons de la même manière l'un et l'autre, c'est qu'il doit y avoir des écailles de croûte superposées sous Haïti central. Et ces écailles peuvent être soit du plateau océanique libre, comme la presqu'île du Sud, soit de l'arc insulaire étiré. Et c'est le seul point sur lequel nous avons des divergences. On ne va pas revenir là-dessus, puisque Jordan n'est pas là, elle ne peut pas... il se trouve que depuis, parce que Jordan a passé sa thèse en 2015, donc à l'époque on était d'accord, mais depuis d'autres éléments sont venus remettre en cause l'interprétation, ce qui n'est pas grave, hein, c'est juste l'avancée de la science. Et donc, maintenant, cette géométrie-là, elle est provisoire. Il y a des dessins. D'ailleurs, Anne Batani, tout à l'heure, a présenté une autre possibilité, mais du même type. Mais il n'en reste pas moins qu'il est nécessaire d'imaginer une superposition de grands panneaux de croûte de plusieurs dizaines de kilomètres sous l'essentiel du territoire haïtien. Ceci dit, pour les travaux publics, ça ne doit pas impacter directement les choses. Je suis Mélissa Saint-Fleur, enseignant-chercheur à la faculté de l'agronomie et chercheur associé à l'UAGEO, à Biosciences. J'ai une question pour le professeur Lepiné aussi. Vous avez montré la géodynamique de la région sur plusieurs échelles de temps. Il y a plusieurs blocs qui se déplacent, etc. Est-ce que vous avez une idée sur le rôle de la rite de Beata sur la déformation actuelle d'Hispaniola? Oui, bien sûr. Finalement, la présence de la rite de Beata, c'est ça, est finalement un élément très fondamental, puisque c'est une rite qui a une épaisseur de plus de 20 km et qui est perpendiculaire pratiquement à la limite de plaque. Et le mouvement n'est pas rigoureusement est-ouest, il est légèrement oblique, donc la rite de Beata rentre en collision contre le bloc de l'arc insulaire caraïbe. Et c'est ça qui produit cette compression considérable dont a parlé Michael Saint-Berthé. Il reste donc en nord-sud 3 à 4 mm et demi de convergence. C'est pas à Nuit-d'Escarles que je vais l'apprendre, puisque finalement c'est ça qui produit des accidents que hier on a qualifiés de secondaires, mais qui sont quand même très importants parce que c'est ceux qui sont en surface et nous habitons à la surface, donc c'est ceux qui produisent des déformations. Donc il y a ces rapprochements, et ces rapprochements, cette convergence et cette compression qui existe le long de la bordure sud de la plaine du cul-de-sac, elle est effectivement liée
à la collision de cet ensemble de la rite de Beata. Alors sur le long terme, moi personnellement, je pense que la rite de Beata, qui donc est rentrée en collision, je pense, il y a 10-12 millions d'années, contre le Caraïbe, elle laisse des écailles derrière qui constituent la presqu'île du Sud. On les voit aussi. Oui, on le voit dans la morphologie marine. Mais bon, c'est un autre sujet, il faudrait faire une présentation là-dessus. Bonjour, dans Saint-Jimmy, FDS, NGA. C'est le professeur Guinée. Je voudrais savoir qu'est-ce qui explique la présence du lac Azuri et du lac Anguillo dans la plaine du Cul-de-Sac, les causes tectoniques et géologiques. Mais en termes plus général, finalement, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un bloc océanique épaissi, qui est celui du large Igneous Province, la grande province magmatique du fond de la mer des Caraïbes, qui rentre en collision extrêmement oblique, mais en collision quand même, avec le bloc de l'arc insulaire antillais. Et ça, c'est une situation qui est assez semblable à celle des fosses de subduction, même s'il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une subduction, puisqu'il n'y a pas un slab de subduction qui descend très profond, mais il y a quand même un rapprochement. Or, dans les fosses de subduction, les fosses de subduction sont les endroits les plus profonds de la Terre. Donc, à cet endroit-là, cette collision, elle produit une flexuration. Et cette flexuration, elle se manifeste par la plaine du cul-de-sac Anguillo. Et cette flexuration, à l'endroit où elle est la plus importante, elle fait un point bas sur lequel ces lacs se sont mis en place. Très schématiquement, on peut peut-être appeler ça comme ça. Maintenant, Mylène va probablement apporter beaucoup d'éléments qui permettront de répondre à ces questions. En tout cas, moi je pense que la présence de ces points très bas, parfois en dessous du niveau de la mer, est liée à cette collision de ces blocs.